Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Boris pour cette nouvelle interview éveillée. Boris, passionné par le ciel, un petit peu comme moi, on s'est connecté il n'y a pas très longtemps et tout de suite on a eu beaucoup de plaisir à échanger. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Comment vas-tu ? Merci pour ton invitation, Aurore. Je vais plutôt très bien. Je suis heureux d'être dans le printemps, c'est une saison qui me va bien. Oui, on entend les oiseaux en fond. Toi, tu es dans la nature, c'est ça ? Tu habites dans quel coin déjà ? En Ariège, dans la montagne Ah oui, voilà. pyrénéenne. Ça doit faire du bien d'être entouré de toute cette nature, surtout en ce moment. Ouais, ça m'équilibre bien. C'est vrai que moi, depuis un an, j'ai très peu souffert du confinement grâce à cette nature et à ce réseau aussi très alternatif en Ariège, donc très, voilà, on va dire rebelle, conscient, écolo, tout ça. Et du coup, ça fait que les activités ne se sont pas vraiment arrêtées, que on se voit qu'il y a une dimension de humaine, sociale qui reste présente. Mais au-delà de ça, il y a le soutien de la nature constant. C'est vrai que j'ai une chance inouïe de pouvoir me ressourcer en nature au moment même où ça peut être interdit. Et puis, euh, et puis c'est très important pour moi pour m'équilibrer parce que comme j'ai la plupart de mes activités sur ordinateur, que ce soit mes consultations, mes formations, ou tout ce que je dois préparer en amont, c'est beaucoup d'ordi et moi qui suis déjà un tempérament un peu intellectuel, un peu éthéré, voilà, j'ai besoin de la nature pour me réancrer, pour me ressourcer, pour me nettoyer. Je vais me baigner dans le torrent de montagne régulièrement pour me revivifier un bon coup et revenir les pieds sur terre et sur les cycles des saisons, voilà, sur ce qui se passe vraiment dans la nature autour de moi et pas seulement dans ma tête ou dans les réseaux digitaux. Alors justement, toi qui as beaucoup la tête devant les écrans, mais aussi dans les étoiles, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à cette passion et transmission pour l'astrologie ? Oui, c'est marrant parce que c'est justement tout a commencé par une émission qui s'appelle La tête dans les étoiles sur Radio Médecine Douce, qui était une émission que j'écoutais beaucoup, enfin une radio que j'écoutais beaucoup. Et j'ai vu ce type d'émission et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on me dit souvent que j'ai la tête dans les étoiles. Du coup, je vais aller voir de quoi ça parle. Et il se trouve que ça parlait d'astrologie, alors que bon, à l'époque, j'étais hyper sceptique envers l'astro. Voilà, parce que j'avais une vision on a tous un seul signe et du coup je vois bien qu'il y a plus que 12 personnalités dans le monde, il n'y a pas 12 signes, et puis je crois pas trop à la prédétermination et puis l'horoscope, je trouvais ça vraiment stupide quoi, et du coup il y avait tout un truc très sceptique, très dur contre l'astro. Et en fait quand j'écoutais l'émission La tête dans les étoiles, c'était une émission en direct, et donc en fait c'était un astrologue qui répondait à des questions sur des questions personnelles, quoi. Et j'entendais, en fait, dans sa voix et surtout dans la voix des personnes, la justesse de ce qu'il disait. C'est-à-dire que les personnes, ça leur disait, waouh, ah ouais, ça me parle, ou ah, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai jamais osé, ou il y avait vraiment un ressenti de justesse et de soutien, et non pas de il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais plus de reconnexion à sa propre intuition
et un peu du coaching, un peu en mode coach sportif, quoi. Coach sportif de l'âme. Allez, tu vas y arriver, c'est par là, oui, oui. Et en même temps très sensible, très, très, très profond. Et donc voilà, ça m'a ouvert en fait à l'astro. Et après, je suis resté ouvert comme ça, sans. C'est, c'est une façon que j'ai parfois avec les choses que j'aime ou les gens que j'aime, j'ai un aspect comme ça juste disponible. Donc j'étais disponible envers l'astrologie sans être volontaire. Et cette disponibilité a fait qu'au fur et à mesure des mois et des années qu'on suivit, bah, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'astro. On m'en a parlé à mon école de naturopathie holistique. Euh, et de fil en aiguille, je me suis dit un jour, je me suis dit, ça y est, je me sens prêt à, à vivre un thème astral. Et toujours pareil, dans cette disponibilité, j'ai pas cherché d'astrologue, j'ai attendu que les astrologues me cherchent, et que je fais confiance vraiment à la vie pour ça. Et quelques semaines ou mois après, j'étais à une soirée méditation, on était 10, et il y avait 2 astrologues qui étaient là, 2 profs d'astro en plus, donc des gens assez reconnus dans le domaine. Et du coup, j'ai pu leur poser plein de questions, j'ai pu sentir leur personnalité, j'ai pu sentir voilà, leur vibe, quoi, voir si ça me correspondait. Et donc, je suis allé avec celui qui est devenu mon prof ensuite, parce qu'il m'a fait une consultation d'astro et j'ai trouvé ça tellement bluffant, tellement fort, à la fois en termes de reconnaissance de qui j'étais et puis aussi de remise en question de mes schémas et de m'aider à me remettre, à me réaligner, quoi. Que j'ai dit, mais ce truc-là, il faut absolument que je l'apprenne, quoi. C'est trop génial. J'ai envie de l'apprendre à la fois pour le maîtriser pour moi, parce que c'est un chemin, l'apprentissage de l'astro qui a été avant tout un chemin d'éveil personnel, de creuser et creuser encore mon thème avec mettre de la conscience dans différents endroits. Un thème astral de naissance, c'est une somme infinie d'informations, quoi. Donc il y a pas de limite à ce travail. Donc ça a été très très intense. Euh, et puis à la fois, j'avais envie de cet outil pour accompagner sur un plan psychospirituel. Et j'avais pas d'outils en la matière. J'ai toujours été intéressé par la psychologie, donc j'avais des bribes de choses ou sur des tests de personnalité, tout ça. J'avais une culture de ça, mais j'avais pas d'outils vraiment de posture thérapeutique, on va dire, sur ce plan-là. Parce que j'avais une posture thérapeutique sur le plan de la naturopathie holistique, qui est déjà hyper intéressante. Mais je voyais bien que ça ne nourrissait pas assez la naturopathie. J'avais envie de cet aspect voilà, psychospirituel. Et cet outil m'a permis de me positionner dans ce domaine et d'avoir, j'espère, une certaine utilité pour les personnes que j'accompagne. Ouais, et puis comme tu le dis, dans ces 2 personnes que tu as rencontrées, tu as essayé de sonder quel enseignant pourrait le mieux te convenir, parce que c'est vrai que peut-être que tu l'as aussi expérimenté, mais moi je me suis rendu compte à quel point l'astrologie, c'est bon, comme comme tous les outils qu'on peut utiliser, mais il y a vraiment quelque chose où on a une interprétation qui nous est vraiment propre. Et c'est ce que j'ai senti quand tu m'as fait mon thème. Et c'était très intéressant parce que moi, j'avais déjà fait des thèmes avec d'autres personnes. Moi, je le fais avec moi-même. Et voilà, j'ai beaucoup aimé justement ton approche psychologique, archétypale. C'est peut-être important de dire aussi aux gens à quel point il y a plein de façons de décoder et de se connecter à l'astrologie. Oui, c'est vrai que et je m'en suis rendu compte après, en fait, parce que moi, j'avais au départ très peu de culture astrologique, et je suis allé directement avec ce prof qui m'a parlé à fond, et du coup, j'ai suivi sa voie, on va dire, et sans me rendre compte qu'il y avait plein d'autres voies, donc maintenant, au fur et à mesure des années de l'expérience, je vois en effet il y a des approches très, très variées, euh, et c'est tant mieux, quoi. Pour moi, c'est comme un langage, l'astrologie. Donc, évidemment, le langage, il y a plein de façons de l'utiliser. Et il y a plusieurs systèmes, même astrologiques. Donc, il y a le système zodiacal, hein, avec les 12 signes du zodiaque qu'on utilise en Occident. Mais il y a évidemment chaque grande civilisation a produit sa propre astrologie. Donc, on a l'astrologie védique en Inde, il y a l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie maya, enfin, il y a toutes sortes d'astrologies. Et donc, au sein même de l'astrologie zodiacale, qui est d'origine, du coup, on va dire, d'Égypte ancienne, Mésopotamie, et puis ensuite, ça a été formalisé vraiment par
l'aspect gréco-romain, donc toute la mythologie qui va avec. Donc c'est passionnant aussi d'aller dans ces structures archétypales mythologiques. Donc sur cette base-là, après, il y a eu plusieurs voies. Et pour moi, c'est normal parce que l'astrologie, c'est une voie qui est pour moi une voie initiatique. C'est pas une voie de développement personnel, c'est une voie d'ouverture à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que ça aide la personnalité à fonctionner. Donc moi, je me vois un peu comme une sorte de garagiste de la personnalité où je vais essayer de mettre de l'huile dans les fonctionnements et de la conscience dans les petites pièces à changer. Et voilà, il y a un aspect très technique comme ça de fonctionnement psychologique de la personnalité, psycho-émotionnel de la personnalité. Mais derrière, il y a autre chose. Et en tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc il y a un aspect transpersonnel. Donc il y a différents courants d'astrologie qui sont transpersonnels, c'est-à-dire d'aller au-delà de simplement notre petite personnalité, notre petit ego. L'idée, c'est pas de faire briller un peu mieux l'ego, d'avoir un ego plus joli. Ça peut être utile, l'ego est très utile dans le monde, mais disons que c'est aussi aller au-delà. Tiens, et si j'avais une posture où je peux, justement, vu que je m'occupe de mon ego, et ben, qui est-ce qui s'occupe de l'ego? il y a bien une conscience supérieure qui est là en train d'envelopper ma structure égotique. Et c'est sur ce plan transpersonnel que je m'invite et que j'invite les personnes qui viennent me voir à se placer, parce que j'ai observé que c'est la seule façon de sortir en fait de, de, en fait, du piège de la dualité, quoi, du piège de la personnalité qui aura toujours des souffrances à régler, qui aura toujours des frustrations, des ambitions, des manques. On peut trouver la paix et l'unité qu'au-delà de la dualité, au-delà de cette personnalité qui essaie de fonctionner au mieux dans ce monde et qui du coup vit des deuils, vit des déceptions. Il y a un moment, voilà, prendre un petit peu de hauteur. Et pour moi, le grand enjeu de ça a été de pas prendre de la hauteur en me déconnectant du corps. Parce que l'idée, c'est pas de quitter l'ego. Et ça, j'ai fait cette erreur pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle. L'idée, c'est pas de quitter le corps, c'est au contraire de l'infuser avec la conscience supérieure, on va dire, de l'infuser de présence, de l'envelopper dans toutes ses parties, et du coup d'apprendre à aimer et à chérir son ombre comme sa lumière. Et donc l'astrologie, pour moi, est une façon de révéler l'ombre qu'on porte, donc les parties plus lourdes, plus difficiles, plus disharmonieuses de notre être, et de les accueillir, mais de façon... moi j'avais mon côté Gémeaux ascendant Scorpion, là j'ai un côté où j'aime bien en rire en fait de ces petites parts de nous. Puis comme il y a cette distance astrologique, en fait, j'aime bien utiliser l'astro pour dire voilà, ça c'est ta partie Gémeaux qui fait gna, ça c'est ta partie Taureau qui fait truc. Et en fait, du coup, on est moins en frontal avec la personnalité, mais on est plus à nouveau dans une posture de recul qui fait qu'on peut voir un peu tout ce jeu de théâtre se jouer sans être pris par le jeu, quoi. Je crois vraiment que la personnalité, c'est comme une scène de théâtre, comme un film qu'on observe depuis la conscience. Et si jamais je me confonds avec les acteurs, du coup, c'est comme si je montais sur scène et que je prenais un rôle, mais je crois pas que ce soit la façon la plus harmonieuse de vivre, quoi. Après, chacun sa voix. Moi, j'ai vraiment aucun. Je crois vraiment que chacun sa voix, chacun sa vérité. Il n'y a aucun angle qui est meilleur qu'un autre. Moi, ça, c'est mon angle à moi. Et du coup, si ça résonne avec des personnes, et c'est ces personnes-là qui doivent venir me voir, tu vois. Pour moi, j'ai jamais vraiment eu, mais j'ai pas ce côté où je veux plaire à tout le monde, pas du tout. Ça, c'est vraiment un truc que, Dieu merci, qui m'est épargné. Et du coup, voilà ce que je suis, voilà la voie que je poursuis, qui est une voie qui intègre le corps, la personnalité dans sa dimension spirituelle. Voilà, en quelques mots. Oui, non, mais c'est ça, c'est l'astrologie, ça nous donne vraiment des clés pour pouvoir, comme tu dis, regarder le théâtre et cesser de s'identifier pour aussi, comme tu dis, encore une fois, en rire et regarder toutes ces personnalités à l'intérieur de nous, ne plus s'identifier à nos drames, à nos blessures,
parce que c'est le propre de l'être humain, et c'est ce qui en général nous met en souffrance, c'est de nous identifier. Et quand tu parles justement des archétypes, je pense que ça pourrait être intéressant de le développer un petit peu. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux auditeurs voilà qu'est-ce qu'est un archétype, en tout cas dans ta vision, et est-ce que tu pourrais peut-être justement parler des planètes, par exemple, en termes d'archétypes, tu vois, donner un petit peu des clés de compréhension pour les personnes qui ont du mal à voir comment est-ce que ça peut se manifester? Mmh. Ouais, bah, c'est un sujet complexe. Les archétypes, c'est au sens de Jung, hein, donc je peux vous renvoyer à Jung si vous voulez approfondir ça. Moi, pour le dire simplement, un archétype, c'est une structure vibratoire dans l'arrière-plan de la manifestation. Donc c'est du non manifesté, mais qui détermine la manifestation. Euh, donc cette structure, elle va orienter euh, la manifestation dans un certain domaine. Pour vous dire un truc beaucoup plus concret, un archétype, par exemple dans l'inconscient collectif humain, va être par exemple le prince, la princesse, le chevalier, ou le sage, ou la grotte. Tout ça, c'est des archétypes qui sont présents dans l'inconscient collectif de toute l'humanité, de différentes façons évidemment, selon les cultures, mais il y a cette présence-là. Et donc, les archétypes astrologiques, en fait, ils ont été façonnés depuis des millénaires. C'est ça que je trouve fascinant, quoi. C'est-à-dire que la constellation du Bélier, elle a plusieurs millénaires déjà de projection, d'affinement, de perception, parce qu'il se trouve, d'après la tradition, que les anciens, donc dans l'Antiquité, ils avaient une connexion beaucoup plus directe avec l'archétype des choses. Donc quand ils voyaient la planète Mars, ils n'étaient pas là en train de se demander sa circonférence et sa vitesse de rotation et puis quelle est la qualité de ses cailloux. Ils étaient connectés à l'âme de la planète et du coup ils étaient tiens qu'est-ce que c'est Mars en termes si on devait lui donner un personnage. Et c'est comme ça que sont nés beaucoup de mythologies, et par exemple dans la mythologie grecque, Mars, hein, donc le dieu Mars, hein, Arès pour les Grecs, euh, est le dieu de la guerre, du feu, de l'action, de la violence aussi, et c'est la planète rouge, donc c'est une planète de feu. Euh, et cet archétype-là, en fait, il est actif, mais il n'est pas actif directement. C'est ça qui est important de comprendre en astro, je crois, en tout cas là où j'en suis moi, dans ma compréhension, c'est que c'est pas les planètes qui ont une action sur nous. C'est un langage analogique. Ça veut dire que c'est comme. Ce qui se passe dans le ciel, c'est comme ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon ciel intérieur. Il y a une analogie. Et c'est comme ça que je peux mieux me décrypter. Ça ne veut pas dire que j'ai une petite planète Mars à l'intérieur de moi. Ça veut dire simplement que comme le macrocosme est structuré avec les mêmes archétypes que le microcosme, ça c'est la physique quantique hein, c'est qui dit ça. Hein. Ben, l'infiniment grand est comme l'infiniment petit. C'est la loi d'Hermès aussi, la fameuse loi d'Hermès, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour la plus grande gloire de l'unité. Donc cette loi hermétique euh, nous indique qu'il y a une corrélation. Et donc, quand je regarde mon ciel intérieur, je regarde la position des différents archétypes au moment où je nais, et il y a une corrélation entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe en moi. Il y a un côté évidemment un peu mystérieux dans tout ça. Hein. Moi, c'est pas du tout une explication scientifique que je donne là. C'est juste une explication archétypale. On est construit à partir d'archétypes. Le bélier, c'est le Big Bang, c'est la naissance, c'est l'ouverture, le jaillissement, le printemps. Il y a un feu qui donne naissance à quelque chose. Et ça, c'est un principe archétypal, donner naissance. Donc c'est le bélier. Et le bélier, c'est pas seulement, du coup, une facette de ma personnalité. Le bélier, c'est c'est un acte structurant pour la nature, pour l'univers, pour le cosmos. Enfin, il y a ce principe bélier euh, qui, qui, qui vient décrire
dans le non manifesté ce qui va se manifester. Voilà. C'est pas une explication très, très érudite de la notion d'archétype, mais j'espère que ça donne des exemples illustrants pour voir que les planètes n'agissent pas sur nous, elles sont simplement là, en train de nous montrer ce que l'on porte structurellement et évidemment comment les vivre harmonieusement. Et donc ça, c'est tout l'aspect ensuite d'harmonisation des personnages en nous, quoi. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas de bon, de pas bon. Ça, on l'entend beaucoup, mais je pense que c'est encore une fois notre nature humaine qui a besoin d'être, qui a tout le temps besoin d'être rassurée, de savoir si c'est juste, pas juste. Voilà, parfois on nous demande, oui, mais moi j'ai ça dans mon thème, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ah, mais oui, mais moi j'ai le Scorpion. On m'a dit que c'était un signe pas facile. Je sais qu'on a tous les deux du Scorpion, donc on peut en parler. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant de voir à quel point on va tout de suite essayer de se raccrocher à des croyances ou voilà une forme de mettre enfin, comme des étiquettes où tu vas essayer de créer des cadres parce que comme si on intégrait le fait que en fait tout était possible et que tout était illimité. Ce serait tellement grand que ce serait presque trop flippant, tu vois. Mmh. Mais oui, et puis dans le tout est possible, le grand piège, c'est de croire que tout est possible pour ma volonté personnelle. Alors que en fait, tout est possible au divin, sur le plan divin. Sur le plan de la matière, tout, voilà, il y a des déterminismes, il y a des, voilà, par exemple, je suis un homme, je ne vais pas pouvoir être enceinte. Tout est possible, même si je le voulais très fort, je pourrais pas. Donc il y a un côté aussi de revenir un peu les pieds sur terre et dans une humilité par rapport au tout est possible, tout est possible au divin. Si je me laisse faire, tout devient possible. Si je laisse la transcendance me traverser, voilà. Et en même temps, j'ai mes limites humaines. C'est les deux en même temps, quoi. Et c'est ça, c'est les équilibres qui sont aussi les équilibres entre les différents signes du zodiaque. Ça, c'est l'équilibre entre le poisson et la vierge. Le poisson, c'est la foi, l'illimité, tout est possible. Et la vierge, c'est le réel, la limite, le concret, l'incarnation. Et donc, en fait, c'est deux axes, et il y a plein d'autres choses sur cet axe, mais sur cet axe, c'est deux polarités qui s'équilibrent. Et si on est dans un déséquilibre, bah voilà, du coup, c'est un déséquilibre. C'est ni bon ni mauvais, bah c'est un déséquilibre. Et je crois que la quête du personnel, en tout cas, de notre thème, c'est de trouver les équilibres entre toutes ces polarités en nous, puisqu'on porte tous les 12 signes du zodiaque en nous. On a tous le scorpion, etc. Et simplement, on a des configurations différentes, on a un peu des remix cubes différents, et du coup, qu'on doit remachiner pour retrouver un peu les équilibres selon des chemins différents chacun. Et ça, c'est sûr, quand on fait de l'astrologie, on voit très bien que le chemin de chacun est tellement différent qu'on peut vraiment pas généraliser des conseils ou des concepts, quoi. C'est vraiment chacun son chemin et sa vérité. Et donc, ce remix cube à réharmoniser, il part de configurations différentes, mais en effet, il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. Ça, pour moi, c'est tellement évident, mais je le rappelle, parce que merci de rappeler ça. Il n'y a évidemment pas de bon ou de mauvais signes. Les 12 signes, 12 archétypes, c'est comme si on disait qu'il y avait un mauvais dieu, quoi. Il y a 12 signes du zodiaque, il y a 12 archétypes. Les 12 sont nécessaires pour l'équilibre de l'univers. Et donc, par exemple, les 12 signes du zodiaque sont nécessaires à l'équilibre de l'année en termes de saison. Donc on dit le scorpion, mais le scorpion, c'est l'automne. Il faut bien qu'à un moment, les feuilles de l'arbre tombent et pourrissent à terre pour que l'humus se régénère et qu'au printemps suivant, il y ait des fleurs et des fruits. S'il n'y avait pas ce principe de mort, de destruction du scorpion, il n'y aurait pas la vie. C'est pour ça que le taureau et le scorpion s'équilibrent, parce que le taureau donne la vie, le scorpion donne la mort pour faire de la vie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais thème non plus. Donc même en fonction des positions planétaires dans les signes, pour chacun, parfois il y a des signes, il y a des aspects, on va dire, de tension. Il y a des aspects de facilitation. Et on va dire, ah bah les tensions c'est mauvais, les facilitations c'est bon.
Mais attends, faut aussi voir ce que ça facilite et ce que ça empêche. Donc par exemple, si on a des planètes en Bélier et en Capricorne, on va avoir un sextile. C'est ça, je dis pas de bêtises. Non, on va avoir un carré, pardon, je dis une bêtise. C'est en Bélier et en Verseau. On va avoir un sextile. Un signe de feu, un signe d'air, ça va bien ensemble. Ok, ça facilite. Ces deux planètes vont être facilitées. Mais Bélier et Verseau, si on les met ensemble, ça peut faciliter la violence, par exemple. Ça peut faciliter les accidents. Ça peut faciliter. Bon voilà. Donc qu'est-ce que ça facilite? Et pareil, si on a Bélier carré, par exemple au Cancer, on va dire ah c'est dur, c'est de la tension. Mais la sensibilité du Cancer va équilibrer la violence du Bélier. Et le courage du Bélier va équilibrer le côté timoré du Cancer. Donc en fait, il y aura une tension intérieure parce qu'il y aura deux parties de nous qui voudront un peu, mais ça s'équilibre quand on trouve de l'harmonie entre les deux. Et tout ça n'est ni bon ni mauvais. La violence n'est pas mauvaise en soi. Elle est juste une disharmonie. Et moi, je suis très auditif, donc j'ai cette sensibilité à l'harmonie. J'aime que les choses soient harmonieuses. J'aime que cette symphonie de nos personnalités joue dans la même tonalité une belle partition. Ça, c'est mon goût. Mais en effet, ça reste ça reste une compensation, ça reste une structure personnelle où je vais essayer de trouver mon intérêt personnel à entendre une jolie musique. Mais peut-être que la disharmonie est parfois plus juste, entre guillemets, sur un plan divin que l'harmonie. Et donc moi, je me surveille sur cette propension à vouloir créer systématiquement de l'harmonie autour de moi ou même quand j'accueille quelqu'un en consultation, je fais attention à ne pas vouloir réparer l'autre ou améliorer l'autre ou corriger l'autre. Ça, c'est une intention qui, pour moi, brise la magie de la rencontre et de juste l'émergence de tiens, qu'est-ce qui a envie de se dire là entre nous? Et peut-être, et moi j'ai des consultations où c'est juste de la célébration, du soutien, de l'encouragement. C'est rare, hein, parce que j'ai un côté très scorpion, donc l'énergie qui m'est demandée en général en consultation est plus scorpion, plus aller lever les ombres et les mettre à la lumière, avec douceur, mais avec intensité quand même. Mais bon, Mm. il y a des moments où ce qui veut se vivre dans la consultation, c'est pas ça. C'est juste de la pommade, de la célébration, de l'amour, et c'est juste ça, c'est ça qui est juste en fait. Et ça peut s'appuyer sur l'astro aussi, ça. Tu vois, donc il y a pas ce côté se corriger ou corriger l'autre. Il y a juste un côté laisser émerger la vie telle qu'elle a envie de se manifester là maintenant. Tiens, qu'est-ce qui a envie de se vivre entre nous maintenant? Tout comme là, ce qui se passe dans notre échange, on l'a pas préparé, on se dit voilà, on laisse les choses nous venir. Et c'est dans ces cas-là où moi, quand je me mets à parler comme ça, quand on me tend le micro, il y a des choses qui me viennent que j'avais jamais préconçues, tu vois. qui, Mm. je suis enseigné par ce que je dis. Oui, et puis voilà, comme tu dis, tout est à l'état de potentiel. Il n'y a pas de négatif, pas de positif. On est en constante recherche d'équilibre. Moi, je nous vois un peu comme des funambules tout le temps, en train d'essayer de rester sur le fil et on va tomber d'un côté, puis après de l'autre, et on est obligé d'explorer un peu nos extrêmes pour pouvoir s'équilibrer. Je sais que si j'avais pas certainement peut-être explorer la polarité de l'attachement et de la peur du rejet, etc., de la balance qui est très présente dans mon thème, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas capable de m'affirmer. Et... Enfin voilà, on est obligé en fait d'explorer un côté et l'autre. Moi, je vois un petit peu comme un jardin avec plein de graines à l'état de potentiel. Mais c'est aussi là où la notion de responsabilité, elle entre en jeu parce que c'est nous qui allons choisir en fait quel terreau on a envie de fertiliser et de quelles graines on a envie de prendre soin, en fait. Mmh. Ouais, c'est marrant que tu parles des besoins d'aller dans l'extrême de l'un ou de l'autre, parce que ça, c'est ton côté scorpion. Je L'extrême sais. des scorpions, mais il y a des personnes qui sont moins extrêmes que nous, hein, qui vont moins aller dans les polarités. Mais vraiment, ce qui est vrai, c'est que chacun, on va aller rencontrer les 12 signes du zodiaque à différents moments de nos vies, dans différents contextes de vie, puisque les maisons de nos thèmes astrales nous invitent à déployer
certains signes dans certains domaines en particulier. Et comme tu le dis, parfois, on va rencontrer un signe et pas forcément dans sa lumière, aussi dans son ombre. Moi, ce que je dis souvent dans mes formations, c'est que pour rencontrer un archétype, il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien commencer par la première marche, entre guillemets, vibratoire. Et parfois, c'est la plus dure. Par exemple, le bélier, on peut commencer par rencontrer la violence, la colère, l'impatience. Mais si on refuse ça, si on fait du déni, on dit ah ben non, moi, pas du tout. En moi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de violence, ça n'existe pas en moi. Et bah du coup, je nie que déjà je fais du déni, puisque on porte tous les 12 signes zodiaques, mais je nie ma part bélier à son niveau le plus bas, et du coup, je pourrais pas vivre le plus haut du bélier, qui est, comme tu l'as dit très bien, l'affirmation, mais aussi le côté le coach, le côté enthousiasme, dans le sens le plus élevé, c'est-à-dire en théos atmos, c'est-à-dire dans le souffle de Dieu. Le bélier, c'est le guerrier ou la guerrière de lumière, il y a quelque chose qui le traverse et qui l'agit et qui le fait jaillir, un jaillissement de vie. C'est merveilleux, le bélier. Et c'est aussi la colère, l'impatience dans une certaine vibration. Et si on n'a pas intégré cette vibration, si on ne l'accueille pas avec amour, on ne peut pas. Je ne crois pas. Hein. En tout cas, c'est pas ce que j'expérimente. Je ne vois pas ça dans ce sens-là. Je vois qu'il y a un sens plutôt de l'ombre vers la lumière. Et, ça n'empêche pas de revivre l'ombre à certains moments, d'aller dans la lumière. Il y a des mouvements et en fait, on maîtrise rien. Hein. On a des illusions parfois de maîtrise, de contrôle, mais la vie nous le rappelle assez, assez rapidement que, voilà, on peut pas se forcer à être une bonne personne. Frank Lobvet, il parle très bien de ça, par exemple. Tu vois, il y a un moment, en fait, c'est une violence inouïe contre soi, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, si je me force à être que lumière, eh ben, je vais avoir des comportements, les pires comportements d'ombre. C'est le principe des gourous. Les gourous, à un moment, ils voient la lumière, ils ont une capacité de rayonner ou de capter la lumière. Les gourous, je parle des faux gourous, hein, des gourous occidentaux, où il y a une capacité de capter la lumière, de la diffuser, et là, tout d'un coup, waouh, ils sont tellement lumineux, ils attirent à eux. Mais sauf qu'à un moment, s'ils oublient leur part humaine, s'ils se confondent avec cette lumière, hein, c'est la tentation luciférienne, hein, dans le sens de l'ange Lucifer qui s'est pris pour Dieu et qui du coup ce qui a amené sa chute, bah, c'est un peu ça, c'est je me prends pour la lumière et j'oublie toutes mes parts d'ombre, et du coup en fait, lumière, 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 je suis à un tel voltage en plus de lumière que il y a l'ombre qui va arriver au même voltage. Et donc, je vais avoir, du coup, des personnes qui, un instant, disent une phrase hyper lumineuse et qui vont être ensuite capables de manipulation financière, d'abus sexuels, de mythomanie, de machin, de trucs vraiment graves, quoi, entre guillemets, même si, bon, c'est un jugement, mais simplement parce qu'ils n'auront pas pris soin de leur ombre. Et moi, je crois vraiment que le temps des gourous et des sectes et tout ça est révolu, quoi. C'est un ressenti personnel. Je sais pas si d'autres personnes le partagent. Je serais heureux de le voir en commentaire. J'ai vraiment l'impression que c'est terminé, que notre génération, elle est plus du tout dans cette vibe-là, où on est tous un peu les gourous les uns des autres. On se soutient spirituellement, chacun avec nos forces et nos faiblesses, et qui a vraiment cet aspect de l'ère du Verseau, c'est-à-dire de communauté spirituelle où chacun est à sa place, chacun est porteur d'une flamme spirituelle, d'un regard sur la vie avec d'un certain regard sur la vie, et que du coup, par ces multiples regards, on crée un 360 degrés qu'on pourrait pas avoir tout seul, quoi. Quand je regarde, j'ai 180, j'ai pas derrière, quoi. Donc d'avoir tous ces regards, moi ça me passionne vraiment cet aspect Verseau de on est tous ensemble en train d'évoluer. Je sens vraiment dans mon corps, je sens vraiment cette unité du corps de l'humanité, quoi. On est tous un seul corps, quoi, et que quand il y a quelqu'un qui s'éveille, qui s'ouvre, qui se libère, je le sens en moi, quoi. Évidemment, je le sens beaucoup plus quand quand c'est quelqu'un de proche. Mais il y a quelque chose voilà, où je sens qu'on est tous connectés. Et donc du coup, dans cette ouverture, la quête personnelle a vraiment plus de sens parce que c'est
comment est-ce que je pourrais être plus éveillé que les autres? Ça n'a aucun sens. On s'éveille tous ensemble au même moment. Je peux pas être plus éveillé qu'un autre, puisque tu vois ce que je veux dire? On est juste différentes facettes de la même vibration, quoi. Je sais pas si ça te parle, toi, ça, Aura. Si, ça me parle. Et du coup, moi, la question qui me vient, ce serait, qu'est-ce que c'est alors maintenant la quête? Eh ben, c'est marrant parce que c'est justement la prise de conscience que j'ai eue ce week-end. Euh, la fin de la quête. Je te l'annonce à toi, je l'annonce pour la première fois au monde que j'ai arrêté d'être en quête. Ce qui est un truc complètement dingue pour moi puisque c'est un peu ce qui drive ma vie depuis beaucoup d'années. Mais justement, il n'y a pas de quête. Ça me touche même de le dire, je sens. J'ai vraiment réalisé ça. J'ai fait un stage ce week-end qui m'a permis de vraiment sentir ça dans le plus profond de moi. Il n'y a pas de quête en fait. En fait, et c'est la phrase de Thich Nhat Hanh qui m'avait touché il y a quelques années, mais je l'avais pas du tout intégré, qui est tu es déjà ce que tu veux devenir. En fait, il y a pas d'endroit où aller. On est déjà dans le divin. On est déjà dans la vie. On est déjà imbibé de cette lumière, de l'esprit, du soi, de la conscience, de Dieu. Chacun y met son mot, mais il y a ça qui est là en fait. Et en fait, ça demande. On est assis sur notre trésor, comme disait une parabole soufie, je crois. On est assis sur notre trésor. Le soi est là. Et donc, plus j'essaye plus je suis en quête vers quelque chose, plus je m'éloigne de ce qui est déjà là, c'est-à-dire l'instant présent, le fameux instant présent, dont on entend beaucoup parler, n'est-ce pas, spirituellement, hein, et même en développement personnel, ok, dans l'instant présent, tout est là, en fait. L'éternité est là. Il n'y a que l'instant qui existe, et en même temps, je sais pas, après les mots évidemment sont limités, et puis comme c'est une prise de conscience récente, je suis pas encore capable de vous emmener, j'ai envie de dire, à cet endroit-là. Mais, mais en tout cas, si j'en parle de l'intérieur, moi ça m'a fait énormément de bien de, de me rendre compte que j'avais pas à chercher quelque chose, que c'est la vie qui me cherche en fait. Et c'est marrant, quand j'ai fait Compostelle, c'est pareil, c'est des messages que j'ai déjà entendus. Quand j'ai fait Compostelle, j'ai marché 3 mois sur Compostelle de la Belgique jusqu'à Saint-Jacques en 2018, et il y avait les nonnes, une nonne qui m'avait dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Elle m'a dit, mais c'est Jésus qui te cherche, ou c'est Dieu qui te cherche, je sais plus ce qu'elle m'avait dit exactement, Jésus ou Dieu, mais peu importe, le divin te cherche en fait. T'as juste à te poser et à être réceptif et à l'écouter. Et c'est pas se poser, c'est pas forcément être immobile sur une montagne pendant 30 ans. C'est dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais, sache que tu ne vas nulle part. Sache que tu resteras toujours dans ta présence, là. Il y a rien à augmenter, tu vois. Je vais pas être plus Boris demain qu'aujourd'hui. Je vais pas être plus la conscience humaine demain qu'aujourd'hui. Je vais pas être plus divin. L'être dans sa dimension vraiment ontologique de je suis, ben ça, je suis. Voilà, si on va simplifier tout ça, parce que c'est un peu beaucoup de mots, tout ce que j'ai dit là. Juste, je suis. Je suis. Oui, c'est Qu'est-ce que rigolo tu peux parce que rajouter à ça? c'est le mantra, moi, que je répète sur mon Ah, tapis de yoga depuis plusieurs jours. Je suis, c'est vraiment rigolo. eh ben on est connecté, c'est beau ça. Et donc je suis, et vérifie qu'à chaque instant, tu es, en fait. L'instant d'après, tu es encore. Que tu sois bourré, endormi, en transe ou en train d'écrire ou quoi. Tu es, je suis, je suis, je suis. Il y a cet être, il est toujours là. Donc, la quête de quoi en fait? La quête de quoi? Bah, ce qui reste après, moi, et ce qui me vient, c'est que maintenant, la seule quête, ce serait juste de se souvenir, en fait. Tu vois, de se souvenir que tout est déjà là, que... Enfin, voilà, moi, c'est un petit peu ça, ce qui est là en ce moment. Je me dis, au final, effectivement, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression à faire ou à incarner qui que ce soit. Moi, ce que j'expérimente vraiment en ce moment, c'est juste de se souvenir de notre potentiel divin, de notre nature illimitée, entre guillemets. Et puis, euh, et puis de s'amuser, d'être en joie, de s'émerveiller. Enfin, moi, je suis beaucoup
en ce moment, maintenant que j'ai pris conscience de ça, je me dis, bon, bah maintenant, il reste plus qu'à expérimenter, à jouer, Oui, en fait. oui, c'est ça, oui. Oui, j'imagine que tu dis se souvenir dans le sens de être attentif à quoi, que dans le, voilà, on est, parce que c'est que dans le présent, évidemment, qu'on peut être. Et du coup, ouais, je reste attentif au fait que ouais, je suis cette nature. Et ça demande de l'intégration, hein, ça demande de la pratique. Mais quelque part, c'est une pratique qui va nulle part. C'est une pratique qui, justement, dès que je sens qu'il y a un surajout de je veux être ci plutôt que ça, je veux sentir ci plutôt que ça, dès qu'il y a une préférence, en fait, dès qu'il y a un désir quelque part, ça qui, le grand paradoxe, c'est que c'est une dissolution des désirs personnels, comme tu dis, qu'il y a une forme de détente qui s'installe. En tout cas, c'est ce que j'expérimente récemment, hein, une sorte de détente, en fait, il y a pas autant d'enjeux que je croyais. Il y a Oui, c'est le mot enjeu surtout. ouais, c'est ça. Et au contraire, par contre, je suis en jeu. Et donc, je me mets en jeu dans le champ d'expérience qui m'est proposé, comme tu le dis très bien. Et dans cette expérience, en fait, il y a des désirs qui peuvent me prendre, mais c'est pas un désir personnel, c'est juste une fluidité. Genre, j'ai faim, bah, du coup, je mange, mais du coup, je vais manger à ma faim. Pourquoi est-ce que j'aurais le désir de manger plus que ce que la nature a voulu pour moi, tu vois. Il y a plus ces aspects de compulsion, de compensation, parce que j'ai rien à nourrir, j'ai pas besoin de nourrir ma personnalité puisque je suis dans l'être. Tu vois, donc il y a un truc qui se détache, et en effet, ouais, c'est hyper savoureux, ça ouvre des perspectives, et maintenant j'ai hâte de voir comment ça va se vivre dans les différents domaines de ma vie, et notamment dans les domaines où je suis plus facilement déstabilisable. Euh, pour moi, comme pour beaucoup de gens, hein, c'est plutôt un domaine affectif intime, n'est-ce pas? Où il est beaucoup plus difficile pour moi d'avoir ce détachement, qui n'est pas un désengagement à nouveau, hein, je dis pas, c'est jamais pour moi un décollement, une déconnexion. Quand Oui, c'est on ça. fait... Mais c'est ça qui peut être parfois difficile à comprendre, c'est que tu Ouais, vois, quand on dit il y a plus de... En fait, on peut continuer à avoir des désirs. Moi, je sais que j'ai plein de désirs, j'ai une grande vision, j'ai envie de créer plein de choses, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... ne pas s'identifier à ça, en fait. Ne pas se dire, oui, si je fais ça, si j'arrive à créer ça dans ma vie, je serai heureux. C'est plus, bon, bah là, je suis là aujourd'hui, je sens que ça me ferait joie d'expérimenter, de faire ça. mhm, Mais c'est pas pour autant que j'ai besoin de faire ça pour être heureux, en fait. c'est C'est un ça. peu toute la difficulté, quoi. Et c'est ça, et tu peux vérifier à chaque instant si tu as le détachement, c'est-à-dire que si demain, bah, ton plan il tombe, ou ta magnifique mosaïque elle s'explose par terre, ou tu vois le fameux truc des mandalas des Tibétains qui passent des mois à faire et que ensuite ils mettent un coup de balai dessus, quoi. Ils ont un détachement qui n'empêche pas leur désir, leur attention au beau, et et ouais, l'élan de vie, quoi, tout simplement. Et en même temps, il y a un détachement total, ou en tout cas, et c'est peut-être jamais total, hein, j'en sais rien, hein, je l'ai pas expérimenté, mais qui est que si demain ton, ton copain meurt, ou ton compte en banque est volé, ou je sais pas, en fait, il y a pas d'attache, il y a pas de... Évidemment que si ton copain meurt, tu vas avoir des émotions, mais les émotions, elles sont là pour comment dire, c'est organique, c'est-à-dire il y a un deuil, il y a une émotion, c'est pour gérer son environnement, mais il n'y a pas de drame qui est surajouté, en fait. Il n'y a pas de souffrance qui est rajoutée à la douleur. Il y a une douleur de la perte, mais comme si je tombe, je vais avoir mal au genou, il y a une douleur, mais c'est comme une information. C'est comme une... Et ça n'empêche pas l'aspect affectif. Mais c'est vraiment difficile à décrire, parce que mais moi aussi, je vois bien comment j'ai beaucoup résisté à cette idée-là, parce que j'avais peur déjà de redécoller, de me repercher là-haut, comme ça a été le cas dans ma vie. J'avais peur de ça, j'avais peur de perdre ma personnalité, et je suis encore attaché à ma personnalité. Je suis pas du tout dans ce détachement dont je parle, hein. C'est quelque chose auquel j'aspire et que je goûte par certains aspects, et c'est extrêmement savoureux. C'est pour ça que j'ai envie de le partager, même si c'est encore un peu neuf pour moi. Mais je comprends que ça puisse en effet être déstabilisant, et se dire ah mais il a pas de cœur parce il est pas en train de souffrir pendant des années de la perte de ci ou de ça. Moi,
je sais pas, en fait. En fait, on sait pas. Juste pour conclure tout ça, c'est juste le truc de on sait pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il est juste que j'ai mal de ce deuil toute ma vie, ou peut-être 3 jours, ou peut-être, tu vois, je sais pas. J'ai un super projet pro, j'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, etc. Mais je sais pas si après-demain, il n'y a pas quelque chose qui va me dire intérieurement, une intuition qui va me dire, c'est le temps de lâcher ça. Maintenant, s'il y a autre chose qui t'appelle. Et est-ce que j'aurai cette disponibilité à nouveau, cette disponibilité à la vie qui fait que, ah ok, d'accord, que je vais dire ok, que je vais entendre cette petite voix, tu vois. Alors que sinon, évidemment que si j'ai des attachements, des fixités, des enjeux, je vais pas dire ok. Moi, je connais, hein, je suis la descendante taureau, donc j'ai tendance à résister au changement, etc. Même si la vie m'apprend évidemment à faire l'inverse. Mais je vois le mouvement, le premier mouvement qui est toujours, mais non, mais non, mais tu vois, d'argumenter, de négocier, et c'est là où on perd beaucoup d'énergie, et c'est là où on crée toute la souffrance, quoi. Quand on essaye de se poster dans une posture divine, c'est-à-dire je suis Dieu, je sais ce qui est bon pour moi, non, il y a ça qui m'arrive, je refuse, c'est pas ça qui doit m'arriver, je mérite ci ou ça, enfin, c'est fou, hein, les postures dans lesquelles on se met parfois, hein. On se rend pas compte qu'on est dans un orgueil complètement démesuré, quoi. Enfin bon, Hmm. voilà, des considérations. En tout cas, c'est bien, ça va, ça va laisser de la matière à réflexion pour toutes les personnes qui viennent de nous écouter. Et je suis très heureuse de la tournure de notre échange. Et voilà, Mmh. c'est toujours intéressant de voir où ça nous porte, comme tu dis, quand on prépare pas les choses. Donc, merci en tout cas d'être prêté au jeu de l'interview non préparée et inspirée. Et tu sais, après, il y a ma personnalité qui revient au galop, qui se dit, mais t'es pas parti un peu loin? Souvent, après les consultations, tu sais, les gens, ils me disent, alors, du coup, la dernière fois, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, et parfois, je me décompose un peu, je me dis, oh, j'ai osé dire ça quand même. Comment est-ce que je, tu vois, parce que je trouve que c'est des mots qui sont aussi parfois trop grands pour moi, que j'incarne pas suffisamment, que si, que ça, j'ai plein de petites voix dans ma tête qui viennent diminuer ça, quoi. Mais bon, ce que je garde comme trace, c'est surtout la joie de sentir qu'on a, que, voilà, cette synchronicité, que toi et moi, on a un peu le même travail du je suis en ce moment, enfin, le même travail, le même non-travail du je suis. Mm. Et ça me met beaucoup de joie de sentir que, bah voilà, qu'on est à nouveau, qu'on avance tous ensemble, quoi. C'est toujours ça, quoi. C'est tellement beau de sentir ça. Et Mm. donc avec joie, je sais pas s'il y a sur ton podcast, s'il y a des commentaires possibles ou si des gens peuvent envoyer des messages. Je sais pas trop, mais en tout cas, moi je voudrais juste poser pour terminer que si les personnes veulent te retrouver, donc toi c'est Boris Astrologie Expérientielle, c'est ça? Ou comment est-ce qu'on peut te retrouver sur ton Ouais, site, Instagram? c'est ça. Bah, j'ai un Instagram astrologie expérientielle et puis du coup plutôt sur mon site expérientiel avec un C comme le ciel .fr. Donc sur expérientiel.fr, il y a mes consultations, ma présentation de mon parcours et puis les formations, les ateliers, dont un qu'on va faire ensemble. On voulait l'annoncer aussi à la fin de ce podcast. Et juste avant ça, il y a ce que j'invite à faire, c'est de s'inscrire dans mes newsletters, puisque j'envoie 2 fois par mois un bulletin qui me tient très à cœur, qui est le bulletin des lunes, bulletin qui sont un peu des canalisations que je fais à chaque nouvelle lune et pleine lune à partir du ciel astral, et qui sont voilà des aspects un peu, on va dire, poétiques, poético-spirituels, qui sont à la fois adaptés à la lunaison en cours et qui ont à la fois une dimension un peu plus au-delà de la temporalité. C'est pour ça qu'ensuite je les ai publiés dans un livre qui s'appelle Expérientiel 2020. Voilà. Bon, c'était juste pour donner quelques mots là-dessus. Bah écoute, super. Si les personnes veulent en tout cas se brancher, elles pourront te retrouver. Et effectivement, le podcast aujourd'hui est diffusé le 11 avril et vous avez jusqu'à ce soir pour pouvoir vous inscrire au cycle des 12 sorcières que tu as
joyeusement réunies, dont je fais partie, pour pouvoir se relier aux 12 prochaines lunes à travers des transmissions et des rituels où à chaque fois on est à deux pour pouvoir co-animer chaque soirée. Donc voilà, c'est aussi un beau projet qui est né de belles collaborations. Oui, c'est un projet entre ciel et terre, quoi. Moi, j'ai cet aspect de tête dans les étoiles et je descends du coup les informations astrologiques et puis après, du coup, je suis moins bon, c'est clair, pour l'intégration énergétique et physique surtout. Et donc ça, c'est chaque sorcière comme toi, Aurore, qui va accompagner ça. Et je trouve ça important que ce soit un cycle sur 12 nouvelles lunes pour soutenir les 12 lunaisons, rencontrer les 12 archétypes du coup astrologiques. Et ouais, je me réjouis, c'est vraiment un projet avec beaucoup de joie et de sororité dans le sens de fraternité, plus de soutien, quoi. Hmm. Merci en tout cas, Boris, d'avoir été là avec moi pendant ce temps pour le podcast, pour tous les partages. Et puis, tous les auditeurs, donc n'hésitez pas à consulter les différents liens et puis à vous rendre sur l'Instagram de Boris pour aussi retrouver le cycle des 12 sorcières. Merci beaucoup pour Merci ton beaucoup, invitation, Rose. Boris. C'était un plaisir, ça s'est entendu, j'espère. Oui, merci encore et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.